Kwasi Kobena Adjumani, très posé, très calme. Moi, vraiment, j'ai été vraiment surpris par sa prise de parole d'avant-hier. Très bien, merci beaucoup. Place maintenant au PPACI. Celui que nous recevons est le secrétaire national pendant qu'il arrive. Et secrétaire national technique chargé du marketing politique, spécialiste des stratégies d'influence et de communication électorale. Ensuite, fin connaisseur des dynamiques d'opinion, il conçoit et pilote des dispositifs innovants pour renforcer donc l'impact des actions politiques sur le terrain comme sur le digital. Son approche allie donc rigueur stratégique, intelligence des contextes et maîtrise des outils digitaux pour servir la performance politique et la proximité avec les populations. Lago Fabrice, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes secrétaire national technique chargé du marketing politique. Au-delà de ce que nous venons de lire, que devrons-nous savoir de vous avant de rentrer dans le vif de notre sujet? Je pense que vous avez dit l'essentiel. Je préfère qu'on capitalise le temps pour les sujets qui m'emmènent ici. Très bien, c'est parfait. Mais c'était bien aussi que les Ivoiriens puissent mieux vous connaître, monsieur. Ah bah oui, mais on aura d'autres occasions de se présenter parce que la situation impose... Non, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Lago Fabrice, à part ce qu'on a lu, vous êtes... c'est quoi votre parcours? Vous avez... Voilà, qu'est-ce que vous êtes? Je suis diplômé de lettres modernes de l'Université de Cocody. J'ai obtenu une maîtrise. Ensuite, je suis diplômé en sciences politiques de l'Université catholique de Louvain et en communication politique de l'Université de Paris-Créteil. Donc je suis spin doctor de profession. Voilà, donc c'est le métier que j'exerce. Et politique, au plan politique, je suis donc secrétaire national du PPACI en charge du marketing politique. C'était très bien de le dire. C'est parfait. On commence donc, messieurs, avec donc la lettre ouverte du président Laurent Gbagbo au peuple de Côte d'Ivoire qui présentait donc les axes du mouvement Trop c'est trop. En second point, les temps forts du meeting donc du PPACI avec la radiation du président Laurent Gbagbo de la liste électorale, le dialogue politique pour une élection présidentielle inclusive ou tout autre point que vous voudriez bien rajouter. Commençons donc par la lettre ouverte, messieurs, en suivant l'agenda que nous avons établi dans un dialogue courtois. Herman. En fait, c'est vrai que vous voulez qu'on parte tout de suite à la lettre, mais il y a une question quand même qui me préoccupe. Et quand elle voulait savoir le background, la question m'est revenue, parce qu'aujourd'hui, plus ou moins sur un plateau, quelqu'un vous a tensé pour dire que vous avez reçu régulièrement 3 000 € chaque mois. Qu'en est-il? Est-ce que finalement, pour cette diffamation, est-ce que vous avez, mais je sais que ce n'est pas l'agenda, mais je pense que les Ivoiriens ont envie de savoir, est-ce que vous avez porté plainte et pourquoi ne pas porter plainte si vous ne l'avez pas fait? Bon, puisque vous posez la question, dommage parce qu'on va perdre du temps sur ça. Oui, mais ce n'est pas vraiment notre sujet, mais au moins... on va perdre du temps sur ça. Mais je pense que ça ne fait pas sérieux, même pour la personne qui l'accuse. Je pense qu'on ne donne pas de l'argent public comme ça à des gens. Ça ne fait pas sérieux. Pour la mémoire du ministre Ahmed Bakayoko, qui est décédé, je pense qu'on a coutume de dire dans la tradition africaine que le voleur dit toujours que son témoin en voyage. Là, en l'occurrence, c'est un témoin qui est décédé et je préfère respecter la famille du ministre Ahmed Bakayoko. Et puis que l'accusateur apporte ses preuves. Voilà pourquoi ça nous dérange un peu, puisque c'est quand même une grosse diffamation. Si vous vous sentez diffamé, pourquoi est-ce que vous ne portez pas plainte pour laver votre crédibilité un peu plus? Non, je le dis, je ne porte pas plainte pour une raison principale, c'est que j'ai déjà porté plainte par 2 fois. C'est-à-dire, je crois, le 12 novembre, j'ai porté plainte auprès du procureur dans l'affaire de e-emploi du RADP. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de suite. En décembre, j'ai porté plainte contre M. Camille Makosso pour diffamation et incitation à la haine envers le président Laurent Gbagbo. Jusqu'à ce jour, je n'ai pas eu de suite. 2 mois après, la PLCC m'a appelé et elle m'a demandé de saisir le procureur. J'ai saisi le procureur en décembre et jusqu'à ce jour, je n'ai pas de suite. Mais pire, c'est quoi? C'est que moi, je suis pour que la vérité se manifeste rapidement. Si je porte plainte, mon accusateur pourra utiliser cela comme un prétexte pour prétendre que comme l'a fait en justice, il attend que le procès s'ouvre pour présenter ses preuves. Et si le procès ne s'ouvre jamais, comme les 2 exemples que je vous ai donnés, qu'est-ce qu'on fait? Donc moi, je suis pressé et j'invite donc mon accusateur à présenter le plus rapidement possible ses preuves. Mais ce n'est pas vraiment important pour les Ivoiriens parce qu'ils savent que... Il y a tout de même quand même des opposants qui ont gagné des procès. Oui, mais Herman, essayons de gagner en temps. Bon, je vous ai donné l'exemple de 2 plaintes qui n'ont toujours pas abouti. Donc je ne parle pas au nom de tous les opposants, je parle au mon nom personnel. Monsieur Lago, revenons sur nos sujets. Bien sûr. Commençons par la lettre ouverte donc, du président Laurent Gbagbo. Élisée Boloube, question. Ce matin, nous sommes tous réveillés avec cette lettre-là, lettre signée de Laurent Gbagbo. Bien évidemment, depuis, je dis 2 à 3 jours, on nous avait déjà, à travers certains spots publicitaires, dit que ce document-là sortirait, que le président Laurent ferait une lettre. Et quand on a lu, moi, j'ai franchement du mal à comprendre c'est quoi, en fait, le sens de ce mouvement. Je ne comprends pas. C'est vrai qu'on a tenté de l'expliquer. Je ne suis pas suffisamment
intelligent peut-être comme ceux qui l'ont rédigé, et comme vous faites partie de ceux-là qui l'ont rédigé, peut-être vous allez l'expliquer dans les détails. C'est quoi en réalité ce mouvement Trop c'est trop? Je note juste qu'on nous dit que ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. C'est quoi en réalité ce mouvement Trop c'est trop? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer dans les détails? Bien sûr, vous savez, le président Laurent Gbagbo, d'abord le 14 juillet, il a lancé l'appel de Benoît, qui consistait, et il a dit clairement, il invitait tous ceux qui sont pour que ce régime ne soit plus là à le rejoindre, pour qu'ensemble ils puissent mener le combat. Par la suite, il y a une large consultation qui a été faite. Et puis, au comité central du 26 avril 2025, parce qu'il fallait bien que ce mouvement-là porte un nom, ce rassemblement auquel il appelle, il fallait bien que ça porte un nom. Donc, il a baptisé le mouvement Trop c'est trop. Et je pense que sur votre écran, les principales missions et objectifs du mouvement sont déclinés. Nous avons deux axes principaux. Le premier axe, c'est un axe social. Parce que nous estimons que depuis 15 ans, il y a des personnes qui ont été oubliées dans la gestion du pouvoir. Nous estimons qu'il y a des personnes qui sont victimes de la gestion actuelle du pouvoir. Et ces personnes-là aspirent à ce que leurs conditions s'améliorent. Donc le mouvement Trop c'est trop, c'est un instrument que le président Laurent Gbagbo met à leur disposition pour porter leurs souffrances, pour porter leurs revendications. Et puis ensuite, le deuxième axe, c'est le respect de la Constitution. Nous avons toujours dit, et le PPACI s'est toujours inscrit dans cette démarche, qui est de faire respecter la Constitution. Lors de son procès à La Haye, le président Laurent Gbagbo l'a bien dit, il dit « Madame, je suis là parce que j'ai respecté la Constitution ». Donc il est logique dans sa démarche. Et nous estimons que le chef de l'État actuel ne mérite pas de faire un 4e mandat. Nous estimons que la Constitution lui interdit de faire un 4e mandat. Et ce mouvement Trop c'est trop vient aussi mener le combat pour que la Constitution ne soit plus violée. Donc, effectivement, ce n'est pas un mouvement insurrectionnel. Mais ce n'est pas non plus ceux qui adhèrent à ce mouvement n'adhèrent pas évidemment au PPACI. C'est un mouvement parce qu'il y a des gens qui ont subi des souffrances sous ce régime-là, qui ne sont pas militants du PPACI, comme il y a des gens qui ne veulent plus que M. Alassane Ouattara soit au pouvoir, mais qui ne sont pas du PPACI. Je suis sûr que même au RDR, on peut trouver des gens qui ne veulent plus que Ouattara reste au pouvoir. Donc le mouvement Trop c'est trop, c'est un instrument qui est à leur disposition pour mener le combat sur ces deux axes principaux. Le RHDP, vous voulez dire? Bon, ouais, le RHDP. Élisée Boulbeux. Ok, moi je voulais juste rebondir. Hein. C'est vrai que vous avez expliqué comme ça. Est-ce que vous voulez dire, est-ce que à travers le mouvement Trop c'est trop, ou la mise en place du mouvement Trop c'est trop, ce n'est pas un aveu du fait que la politique mise en place par le PPACI telle que conduite aujourd'hui n'attire pas les Ivoiriens, en tout cas une bonne partie des Ivoiriens qui jusque-là ne jugent pas utile d'intégrer le PPACI parce que la mouvance ou la politique telle que conduite par le PPACI ne les intéresse pas. Et à côté, donc, on veut ouvrir un autre mouvement qui va peut-être se démarquer de ce PPACI-là, qui pourra avoir l'adhésion des uns et des autres qui viennent d'ailleurs. Ça, c'est-à-dire la première chose, la toute dernière, sur laquelle je finis avant qu'on ne passe la parole aux autres, c'est, vous avez parlé de l'appel de Benoît. Aujourd'hui, où nous en sommes avec l'appel de Benoît, c'est vrai, vous avez lancé l'appel. Aujourd'hui, quels sont ceux qui ont adhéré? Où nous en sommes avec l'appel de Benoît? Très bien, Élisée va répondre. D'accord. Déjà, sur la première question, est-ce que lorsqu'il y a quelques années, certains partis politiques mettaient en place le RADP, c'était parce que les partis respectifs n'attiraient pas les Ivoiriens? Non, mais ils sont restés en parti politique et ils ont constitué le mouvement. Oui, mais bien sûr. Mais qu'est-ce qui vous dit que quand nous adhérons, nous, au PPACI, au mouvement Trop c'est trop, nous ne sommes pas un parti politique? Qu'est-ce qui vous dit que les associations de la société civile qui adhèrent se liquéfient dans le mouvement Trop c'est trop? Pardon. Donc, oui, nous sommes le PPACI, nous disons que des individus, des Ivoiriens, il faut leur permettre d'avoir un mouvement qui porte leurs revendications sans obligatoirement attendre d'eux qu'ils adhèrent au PPACI. Ça, c'est pour moi, c'est primordial. Parce qu'on a par exemple les 3000 enseignants qui n'ont pas été recrutés. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont rencontré le président Laurent Gbagbo et il lui a exposé leurs problèmes? Mais est-ce que ces 3000 enseignants sont militants du PPACI? Il y a dedans des militants du PDCI, du RADP. Donc on ne peut pas leur dire, si vous voulez qu'on porte ce combat, adhérez obligatoirement au PPACI. Nous disons non, il y a le PPACI pour ceux qui veulent faire de la politique, pour ceux qui veulent militer. Et puis à côté, on a le mouvement Trop c'est trop pour ceux qui veulent que leurs revendications et leurs problématiques soient portées. Voilà, donc le mouvement Trop c'est trop, ce n'est pas parce qu'il ne se substitue pas au PPACI, c'est un mouvement qui essaie de rester ouvert pour tous les Ivoiriens. Maintenant, sur la question de l'appel de Benoît, mais je l'ai dit d'entrée, quand je commençais, j'ai cité d'abord l'appel de Benoît et ensuite le mouvement Trop c'est trop. Donc le mouvement Trop c'est trop, c'est la continuité de l'appel de Benoît, parce que quand le président Laurent Gbagbo lance l'appel de Benoît, mais après, ce qui se formalise, il faut bien que ça porte un nom. La preuve, quand je prends l'exemple à côté, il y a eu l'appel qui a été lancé, et puis après, il y a eu CAP qui a été mis en place. Donc, il faut bien que le mouvement que nous apprêtons à mettre en place, que nous allons lancer, je crois, dès lundi, le comité de pilotage sera présenté, il fallait bien que ça porte un nom. Donc, le mouvement Trop c'est trop s'inscrit justement dans la continuité de l'appel de Benoît. Docteur Barry, et puis ensuite Herman. Monsieur Lago, justement, vous avez évoqué le cas de CAPSI. Quels sont vos rapports? Je dis, quels sont les rapports entre le PPACI et la plateforme CAPSI aujourd'hui? Ah ben, nous avons de très bons rapports.
est-ce que vous envisagez peut-être mener un combat commun ou bien le PPACI reste dans sa dynamique de trop, c'est trop? Parce que généralement, vous avez les mêmes objectifs. Tout peut être envisagé. Donc, on peut dans 2-3 semaines voir le PPACI avec CAPSI? Peut-être même dans 2 jours. D'accord. Daouda? Monsieur Lago, je pense que ma première question, vous avez dit que c'est la continuité, mais j'avais vu un échec, puisque l'appel de Benoît a échoué, donc le mouvement Trop Traité devient comme un palliatif. Ça, c'est mon opinion sur la question. Mais ma question, c'est de savoir, est-ce que vous avez connaissance de l'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024 relative aux organisations de la société civile? Qu'est-ce que cette ordonnance dit qui rentre en contradiction avec le mouvement Trop c'est trop? Non, je vous demande, est-ce que vous avez connaissance? Ça, c'est une question que j'ai posée. Bah oui. Vous avez connaissance? Oui. Que dit cette ordonnance? Bah je vous pose la question. Non, vous ne connaissez pas? Non, monsieur, je vous pose la question. C'est vous qui citez l'ordonnance. Non, je demande. Donc vous ne connaissez pas l'ordonnance? Monsieur, Daouda, allons-y à l'information. Est-ce qu'on peut savoir où vous voulez en venir? C'est ça le plus important pour les Ivoiriens. Non, c'est pas ça qui est le plus important. C'est de savoir si vous, en tant qu'homme politique, spin doctor, vous le savez. Savoir quoi? L'ordonnance numéro 2024-368 du 12 juin 2024. Daouda, allez-y, lisez c'est l'ordonnance. pertinent dans le débat que nous Donc menons, c'est pas pertinent pour vous au PPAC? Pas du tout. D'accord, on va y venir. Est-ce que ici, le deuxième paragraphe de la deuxième page, au niveau de « Il se veut un levier », est-ce que vous pouvez lire ça pour les Ivoiriens? Si c'est lisez. possible. Vous Est-ce que savez c'est lire? possible de lire? Non, mais lisez. Essayons d'aller D'accord. directement à On va y aller. oui. Il se veut un levier citoyen de fédérer les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, associations, jeunes, femmes et travail. Comment? Vous avez omis le mot capable dans votre lecture. Il se veut un levier citoyen capable de fédérer les forces vives de la nation, partis politiques, syndicats, associations. Et je reviens à l'ordonnance. Allez-y, Daouda. Qui dit qu'en son article 1er, au sens de la présente ordonnance, on entend par apolitique la situation d'une organisation de la société civile qui n'a de lien avec aucun parti politique et ou groupement politique et qui n'a pas vocation à conquérir et à exercer le pouvoir d'État. Est-ce que techniquement, quand vous regardez cette ordonnance, qui aujourd'hui empêche les organisations de la société civile d'avoir des liens avec des groupements ou partis politiques, est-ce qu'ici, il n'y a pas une dichotomie entre le mouvement Trop est trop mené par le PPACI et le fait que des organisations de la société civile aillent s'allier avec cette organisation? On va laisser réagir. D'accord. Déjà, cette loi, si vous vous rappelez, lorsqu'elle a été soumise à l'Assemblée nationale, nos députés l'ont fortement contestée. Elle a été votée quand même. Je peux m'exprimer? Allez-y. Merci. On va l'écouter, allez-y. Donc, nos députés l'ont fortement contestée. Et elle a été fortement contestée aussi par plusieurs organisations de la société civile qui estimaient que cette loi était liberticide et qu'elle était de nature à entraver la liberté d'expression des mouvements et associations. Voilà, donc déjà, il faut situer cette loi-là dans son contexte. Nous, au PPAC, nous continuons de penser que cette loi qui a été prise à l'Assemblée nationale, elle est de nature à entraver l'exercice de plusieurs associations. Et ce n'est pas nous seulement qui le disons, plusieurs associations de la société civile le disent. Maintenant, M. Daouda, nous sommes dans une posture de combat. Nous estimons que les libertés publiques et individuelles sont en danger. Et cette loi et cette ordonnance qui en découle d'ailleurs, que vous citez, elle est tout aussi liberticide. Et ça fait partie des choses que nous voulons changer. Donc il faut que vous acceptiez qu'il y ait des associations qui refusent cette loi-là et qui estiment qu'il est nécessaire de se battre pour la changer. Parce que les lois qui ne sont pas bonnes, M. Daouda, on se bat pour les changer. Donc nous estimons qu'une association qui aura le courage de dire que cette loi-là n'est pas bonne peut rejoindre le mouvement Trop c'est trop et ensemble nous mènerons le combat pour la changer. Très bien, Daouda va relancer. Donc, finalement, quand à l'aune de cette loi qui a déjà été votée, et je pense que quand la loi elle est votée, elle s'applique à tout le monde. Est-ce que la seule option qui s'ouvre au PPAC aujourd'hui, c'est la voie insurrectionnelle? Parce que est-ce que ce n'est pas aujourd'hui une rébellion vis-à-vis de la loi que le PPACI fait avec ces organisations de la société civile qui vont s'allier malgré cette loi-là? Est-ce que ce n'est pas une rébellion vis-à-vis de la loi? En fait, il faut faire. Moi, j'ai eu la chance d'étudier les lettres, donc il faut faire attention aux mots qu'on utilise. Non. Je peux parler? Non, vous ne pouvez pas parler, je vais terminer. Monsieur Lago. Je vais terminer. Tout doucement, Monsieur Lago, quand on est sur un plateau... non, pas de leçons. Non, s'il vous plaît, je ne vous fais pas de leçons parce que vous avez cette manie d'être condescendant, d'être très arrogant. On est là pour vous poser des questions. Si vous ne voulez pas y répondre, donc quand je vous pose une question, soyez moins connaissant. Monsieur, s'il vous plaît. Je suis très calme. Non, mais arrêtez. S'il vous plaît, Daouda, monsieur Lago. De Nolo, là, arrêtez. On le sait déjà. S'il vous plaît. Vous êtes une pâle copie de l'autre, on n'est pas couché. Arrêtez, s'il vous plaît. Monsieur. Non, ce n'est pas des injures. Daouda, s'il vous plaît. Arrêtez. On vous pose la question et vous répondez. Écoutez-moi, Daouda. Monsieur Lago, tout doucement. Il faut que les Ivoiriens comprennent. Il faut qu'on aille tout doucement. Tous les deux, s'il vous plaît. Tous les deux, on va se calmer. Et puis, essayer de pouvoir se parler calmement pour que tous ceux qui nous regardent
puissent comprendre. Ils sont nombreux à vouloir savoir ce qui se passe et les projets que vous avez au PPACI. Bien sûr. Donc allons-y doucement. S'il y a un mot qui gêne justement dans l'interaction, sans stress, on retire le mot et puis on continue. C'est ce qui est important. Donc je peux reposer ma question. Je vous en Ok. prie. Donc, Et monsieur vous Fabrice. retirez le mot qui pourrait le Non, je n'ai gêner. pas demandé qu'il s'il le vous plaît. retire, je voulais juste le préciser parce qu'il utilisait le mot dans le mauvais sens. Non, Très non, bien. non, non, Oui, non. Oui, C'est vous qui ne voulez s'il pas vous le plaît. comprendre dans le bon sens. Je vous en prie. Ok. Vous continuez avec un mot ou on continue avec quelqu'un d'autre? Donc je le dis clairement, à l'aune de l'ordonnance que je viens de citer, qui a été votée tout et tout, donc techniquement, la loi, elle existe. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, le mouvement Trop c'est trop n'est pas en train de se présenter comme un mouvement insurrectionnel? Très bien. Puisqu'il va se mettre en rébellion avec cette loi qui a été votée. Allez-y, réagissez. Voilà, parce que c'est ce que je disais. Se rébeller contre une loi, c'est différent d'un mouvement insurrectionnel. Parce que c'est pour ça que j'ai dit, il faut employer le mot dans le sens. Comme j'ai étudié un peu les lettres, je sais un peu de quoi il s'agit. Donc on peut se rébeller contre une loi, on peut estimer qu'une loi est mauvaise, mais ce qu'on oublie, ce que M. Daouda oublie, c'est que la loi elle-même, à travers la Constitution, qui est la norme au-dessus de toutes les normes, donne les moyens de lutte. Donc oui, on peut demander à faire une marche pour protester contre une loi qui vient d'être prise. On peut demander à faire un meeting pour exprimer son mécontentement face à une loi qui vient d'être prise. Et ce n'est pas un mouvement insurrectionnel, ce sont des moyens de lutte qui sont inscrits dans la loi. Donc, monsieur, sachez que toute loi se suffit à elle-même quant aux moyens de la dénoncer. Donc, ce n'est pas parce que je ne suis pas d'accord avec une loi que je suis en insurrection. Je ne suis pas d'accord avec une loi, même si elle est votée, j'exprime mon mécontentement parce que même si nous sommes minoritaires à l'Assemblée nationale, nous avons le droit de dire que la loi qui a été votée n'est pas bonne. Et en le disant, ce n'est pas fait une insurrection. Donc il faut faire attention aux mots qu'on a. Vous aurez la parole tout à l'heure, Daouda. Non, ça ne se passe pas comme ça. On revient on part à Herman et puis ensuite... Monsieur Lago, le PPACI parle souvent de réconciliation nationale, mais maintes fois, le PPACI, certains leaders du PPACI tiennent un ton souvent, parfois belliqueux, vis-à-vis de l'opposition, enfin, il n'y a pas de l'opposition, il n'y a pas du pouvoir en place, ou même souvent avec des camarades même de l'opposition. Je ne vais pas revenir sur certains propos tenus par le président du PPACI. Est-ce que ça augure d'une certaine synergie d'action que les populations ivoiriennes voudraient voir vis-à-vis de l'opposition? Bon, je vais vous répondre, mais je suis un peu désolé qu'on s'éloigne de l'objet du thème que vous avez posé, qui était d'expliquer c'est quoi le mouvement Trop c'est trop et c'est que les Ivoiriens sont en droit d'attendre. Je pense qu'on s'éloigne de plus en plus du sujet. Non, mais ça fait partie, puisque le mouvement Trop c'est trop... Peut-être que je vais exprimer, parce que le mouvement Trop c'est trop ambitionne de fédérer toutes les forces vives de la nation. C'est comme ça que je comprends. Pour protester contre le pouvoir en place par rapport à certaines dérives, n'est-ce pas? Ou bien c'est pas comme ça que je comprends. C'est ce que j'ai dit. Voilà. Le mouvement Trop c'est trop. Donc, s'il y a des pics en camaraderie de l'opposition, ça peut enrouer la marche du train de ce mouvement Trop c'est trop. Monsieur, vous savez, nous sommes le PPACI et nous sommes cartésiens. Et quand nous travaillons, nous avons une démarche. Dans le cadre, que ce soit dans le cadre de l'appel de Benoît ou dans le cadre du mouvement Trop c'est trop, nous avons approché tout le monde. Donc nous ne lançons pas des pics à qui que ce soit de l'opposition. Nous menons le combat pour justement changer les choses. Donc je ne crois pas que jusqu'à ce jour, un homme politique de l'opposition se soit plaint ouvertement d'avoir reçu des pics du PPACI, sauf si vous avez des déclarations dans ce sens. Donc nous sommes au PPACI, nous sommes ouverts à tous ceux qui veulent un changement de régime et nous les attendons. Certains sont déjà là, ceux qui veulent nous rejoindre sont les bienvenus et nous entendons mener le combat. Nous pensons que c'est ce que les Ivoiriens attendent aujourd'hui de nous et c'est le plus important. Très bien, allons-y messieurs au second sujet qui nous rassemble, les temps forts du meeting donc, de samedi dernier qui a été donc tenu par le président de votre parti. Allez-y. On va commencer par une question d'Élysée. Ok. Le samedi dernier, nous avons écouté le président Laurent Gbagbo. Il y a 2 points sur lesquels je vais venir. Tout à l'heure, quand vous parliez, M. Lago, vous avez dit quelque chose qui m'a touché. Quand vous aviez dit, vous ne voulez pas porter de plainte parce que vous voulez respecter la mémoire du Premier ministre Ahmed Non, c'est pas ce que j'ai dit. Vous avez dit quoi alors? Donc, j'espère qu'on ne revient pas sur le sujet de... Non, c'est important parce que ça fait partie de la question qui vient. Oui. J'ai dit, je ne veux pas m'étendre sur le sujet parce que celui dont il parle est décédé. Parfait. Maintenant, pourquoi je ne veux pas porter plainte? Je vais donner les raisons. Non, c'est suffisant pour moi. Non, c'est suffisant pour moi. Il n'y a pas de problème. Élysée, pourquoi justement... Je vais expliquer. Parce qu'à ce meeting-là, on a entendu le président Laurent Gbagbo évoquer l'ancien Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Et il a évoqué Amadou Gon Coulibaly avec ironie en riant.
où il disait, est-ce qu'on veut nous dire qu'Amadou Koulibaly est remords? Amadou Gon Koulibaly est remords, ou est-ce qu'on veut dire que Amadou Gon Koulibaly est mort à nouveau? Et il le disait avec des sourires. Vous qui vous êtes tout de suite indigné parce que vous avez estimé qu'on ne peut pas parler de quelqu'un et autres, tout ça, est-ce que vous pensez que c'était juste pour le président Laurent Gbagbo de s'exprimer ainsi en faisant référence à une personnalité dans ce pays qui n'est plus? Je vais vous répondre. Mais ceux qui ont bafoué la mémoire d'Amadou Gon, c'est ceux qui ont pris sa mort pour protester, pour violer la loi. Ce n'est pas nous qui l'avons dit. Non, non. Quand vous me posez une question, je ne veux pas qu'on quitte en fait le sujet. Quand vous posez votre question, je vous écoute. Quand je réponds. Quand vous posez votre question, je vous écoute. Donc permettez que je réponde. Oui, bien sûr. Allez-y. Voilà. Je dis, ceux qui ont bafoué la mémoire du Premier ministre Amadou Gon, c'est ceux qui ont pris son décès pour prétexte, pour violer la loi en Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo, il respecte tous ceux qui sont dans le domaine politique, il respecte ses adversaires politiques. Et je rappelle que lorsque le Premier ministre Amadou Gon Koulibaly est décédé, nous avons produit un communiqué pour présenter nos condoléances à sa famille biologique et politique. Donc nous disons que ceux qui ont foulé aux pieds, qui n'ont pas respecté sa mémoire, c'est ceux qui ont pris prétexte de son décès. Mais sachez que le président Laurent Gbagbo, il respecte ses adversaires politiques. Ce qui a été dit le samedi pour vous est normal. C'est dans l'ordre normal des choses. Il n'y a rien qui soit indécent ou qui soit mal vu ou qui peut choquer l'opinion. Pour vous, c'est normal. C'est ce que je veux savoir. D'accord, je vais vous répondre. Okay. Vous savez, normal, c'est subjectif. Mal vu, c'est subjectif. Ça dépend d'où vous regardez. Si vous regardez du RADP... Ok, regardez là où vous regardez. Est-ce que c'est normal? À chaque fois, ça va être difficile que je réponde. Il va répondre. Vous posez une question, je réponds. Allez-y, monsieur. Voilà, merci. Donc, quand je dis mal vu, c'est subjectif. Vous êtes d'accord avec moi, non? Il n'y a pas de norme. Quand vous dites est-ce que c'est normal, c'est subjectif. Donc tout dépend d'où vous regardez. Si vous regardez du RADP et que vous cherchez des alibis, vous pouvez percevoir ça comme mal vu. Et si moi je regarde ma position, je peux percevoir ça comme le fait que le président Laurent Gbagbo développe un argument politique pour justifier le fait que le chef de l'État ne fasse pas un 4e mandat. Donc, monsieur Élysée, tout dépend d'où vous regardez et je ne peux pas vous en vouloir de regarder de là où vous regardez. Donc de votre position, c'est normal. De là où vous regardez, c'est normal. Ah, effectivement. Ok, c'est tout. Docteur Barry. Je voulais savoir. Monsieur Lago, aujourd'hui, la liste électorale officielle a été publiée. Le nom du président Laurent Gbagbo ne figure pas. Qu'est-ce qu'on peut attendre du PPACI dans les prochains jours concernant la radiation du président Gbagbo? Vous savez, sur ce point-là, moi, je vais vous renvoyer à une sortie médiatique du président de la CEI, qui était reçu chez un média, je ne sais pas si je peux le citer, mais sur un autre média, où il disait, voici l'argumentaire qu'il développait, parce que le journaliste, l'animateur lui posait la question relativement à la radiation du président Laurent Gbagbo. Il a dit que lorsque la Cour africaine des droits de l'homme émet une décision, ordonne quelque chose, et que l'État sanctionné refuse de l'appliquer, la Cour saisit la conférence des chefs d'État et l'affaire quitte le domaine juridique pour devenir une affaire politique. Et il a conclu en disant, à une question du journaliste, que effectivement la question de la candidature du président Laurent Gbagbo aujourd'hui était une question politique. C'est le président de la CEI lui-même qui l'a dit. Donc effectivement, nous sommes totalement d'accord avec lui. Nous n'avons jamais cessé de dire que c'est une question politique. Nous avons, je crois que j'étais même reçu sur le plateau ici, où j'ai évoqué les raisons juridiques qui expliquent que pour nous, cette condamnation n'a pas de sens. Et donc, dès lors que la question est politique, comme la condamnation en elle-même, nous pensons qu'une solution peut intervenir à tout moment. En ce qui concerne le PPACI, nous entendons user de tous les moyens que nous offre la loi pour faire entendre notre point de vue. Et nous croyons que le président Laurent Gbagbo sera candidat à cette élection. Très bien, une relance. Justement, par rapport à sa radiation, tout à l'heure, dans le mouvement Trop c'est trop, je n'ai pas vu ce combat-là concernant sa réintégration. J'ai vu le combat sur la lutte contre le volet social, la vie chère, les personnes qui ont été déguerpies. J'ai vu la Constitution, le respect de la Constitution contre le 4e mandat. Et la réinscription du président, ce n'est pas contenu dans le projet du mouvement Trop c'est trop? Non, parce que nous pensons au PPACI que nous avons dépassé cette étape. Voilà, nous pensons que nous avons dépassé cette étape. Nous avons investi le président Laurent Gbagbo comme candidat. Et comme je l'ai dit, d'entrée, cette question elle est politique et elle trouvera forcément une solution avant octobre. Ce que nous ne voulons pas, nous, en tant que militants, en tant que parti politique, c'est être surpris par la décision politique qui pourrait intervenir par la suite. C'est d'ailleurs pourquoi nous avons commencé à nous organiser pour collecter les parrainages. Donc nous sommes conscients qu'une solution sera trouvée et que le président Laurent Gbagbo sera candidat. Très bien. Daouda? Monsieur Lago, je pense qu'au-delà, parce qu'à la place
à Port-Boué, M. Gbagbo a égrené un chapelet de griefs au niveau social. Après même, je pense que dans la lettre ouverte, ces mêmes griefs sont revenus. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, M. Gbagbo est légitime pour réclamer à Alassane Ouattara ce que lui-même a été incapable de faire en 10 ans de pouvoir? C'est-à-dire, première des choses, sécuriser le pays, sécuriser les Ivoiriens, déjà créer des infrastructures économiques pour les Ivoiriens, faire en sorte que la crédibilité de la Côte d'Ivoire ne soit pas entachée. Donc, si lui n'a pas été capable de faire tout ça en 10 ans, pourquoi aujourd'hui il estime que Ouattara ne l'a pas fait? Pourtant, les Ivoiriens voient des choses. Réaction? Mais, monsieur, ce que le président Laurent Gbagbo dit, est-ce que les faits qu'il dénonce, ces faits sont avérés ou pas? Parce que quand vous dites qu'il a été incapable de faire ces choses, mais monsieur, n'ayez pas la mémoire courte. Parce que ces gens que vous citez, du RDR d'alors, étaient beaucoup plus nombreux dans le gouvernement de Gbagbo que les partisans de Gbagbo, ça au moins vous le savez. Quand on a pris les armes et qu'on a porté le glaive dans le cœur de la patrie, mais il faut avoir un peu de décence. Quand on est plus nombreux dans le gouvernement de Gbagbo que les partisans de Gbagbo, il faut avoir de la décence. Quand vous dites que maintenant, vous me laissez répondre. J'ai encore rien dit. Allez-y. En fait, vous vous embêtez seul, en fait. Non, je suis très calme. Vous vous embêtez seul. Il suffit que je m'arrête comme ça. Vous vous arrêtez. Parce que vous êtes habitué à ça. Non, sortons de ça. Répondez, j'ai rien dit. S'il vous plaît, sortons de J'ai ça. rien dit, M. Lago. Allez-y. Merci. Vous développez un point. Allez-y. Merci. Allez-y. Donc, quand le président Laurent Gbagbo dit qu'il y a des questions à régler, mais quand on nous dit là, il n'a pas entaché la crédibilité de la Côte d'Ivoire, mais quand aujourd'hui la Côte d'Ivoire est sur la liste des GAFI en termes de blanchiment des capitaux, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Quand aujourd'hui la Côte d'Ivoire est perçue comme une plateforme de trafic de cocaïne, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Quand aujourd'hui les documents administratifs de la Côte d'Ivoire sont découverts, des faux documents sont découverts jusqu'à Dubaï, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Donc, monsieur, oui, peut-être que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée sur certains aspects, mais elle est fortement entachée sur d'autres aspects. Quand des Ivoiriens sont déguerpis, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Quand nuitamment, en violation de la loi, des policiers encagoulés débarquent au domicile d'un opposant pour l'arrêter, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Quand M. Ghislain Dugari est arrêté et qu'il est condamné pour avoir usé de son droit de grève, est-ce que la crédibilité de la Côte d'Ivoire n'est pas entachée? Donc oui, monsieur, la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée, elle est fortement entachée. Merci beaucoup, Christelle, de me passer la parole. En fait, M. Fabrice, vous ne répondez pas à ma question. Ma question, elle est simple. Vous avez fait beaucoup de contournements, beaucoup de contorsions, mais on va revenir au sujet. Je vous dis, aujourd'hui, le nombre de centres de santé qui a été construit en Côte d'Ivoire, le nombre d'établissements qui ont été construits en Côte d'Ivoire, le nombre d'infrastructures qui ont été faites en Côte d'Ivoire. Oui. Ce que M. Gbagbo Laurent n'a pas été capable de faire. Or, ici, sur ce plateau, vous vous asseyez devant nous grandement pour nous dire clairement que le glaive a été porté dans le cœur de la nation. Mais quand M. Laurent Gbagbo devait prêter serment, il a prêté serment de protéger les Ivoiriens, de protéger la Côte d'Ivoire. S'il n'a pas été capable de protéger les Ivoiriens, c'est de sa responsabilité, c'est de la responsabilité de personne. Mais après cela, quand on finit de dire tout cela, concrètement, en termes d'infrastructure, qu'a fait M. Gbagbo? Je peux vous répondre. Mais laissez-moi terminer. C'est vous qui menez, vous parlez non. Monsieur Fabrice, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. D'accord, après, ça ne se passe pas comme ça, M. Fabrice. Vous terminez. D'accord, c'est pas ce que ça veut dire. Donc, techniquement, quand il n'a pas été capable de tenir tout ça concrètement, et qu'aujourd'hui, il vient égrener un chapelet de griefs, est-ce qu'il est légitime? C'est ça la question. Je peux vous répondre? Allez-y. D'accord, Vous êtes là pour répondre, M. Fabrice. Calmez-vous. Mais je suis très calme, M. Fabrice. Arrêtez de dire calmez-vous parce que vous le faites partout. Tout le monde est fatigué de ça. Le disque est rayé, M. Fabrice. Le disque est resté. S'il vous plaît, permettez à ce que... Non. On peut mais à chaque moment, il ne va pas revenir. Calmez-vous. Vous avez mis le feu après moi. Non, c'est ça. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Daouda, s'il vous plaît, permettez à ce qu'il réagisse. Permettez à ce qu'il réagisse. Il va réagir, mais donc il parle. Oui, d'accord. C'est pour ça qu'il y a un autre média, mon ami. Non, je vais répondre. Non, permettez-moi de répondre. Allez-y directement à la question. Parce que si je réponds, je vais répondre. Permettez-moi de répondre, s'il vous plaît. Écoutez, c'est pourquoi si un média, mon ami Blaise là disait qu'à l'approche des élections, il faut qu'on discute des effets de la drogue. Et ça fait partie des sujets. Ça veut dire, non, ça veut dire je vais vous dire, parce que quand on parle de la crédibilité de la Côte d'Ivoire qui est entachée, non, permettez-moi de répondre, vous me posez une question, je réponds. Mais je vais vous répondre. Allez-y. J'ai dit, je l'ai cité tout à l'heure, j'ai dit qu'à la Côte d'Ivoire, la plateforme du trafic de cocaïne, la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée. Donc il faut bien que ce débat ait lieu à l'approche des élections. Quelle est la relation avec la question posée? Mais je vais vous répondre. Mais il a parlé de la crédibilité de la Côte d'Ivoire qui est entachée. Donc j'évoque cela pour montrer qu'il y a des aspects où la crédibilité de la Côte d'Ivoire est entachée. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Quand M. Daouda parle par exemple des infrastructures scolaires, mais
ce qui ne sait pas peut-être, c'est qu'en 2011, en Côte d'Ivoire, on avait un enseignant pour 39 élèves. Aujourd'hui, en 2025, on a un enseignant pour 42 élèves. C'est factuel, tout le monde peut le vérifier. Donc, quand on applique ce ratio-là, de 2011 à 2025, on a des classes beaucoup plus bondées qu'en 2011. Ça, c'est factuel, tout le monde peut le constater. Donc, quand on veut critiquer, il faut entrer dans le fond. Quand il dit tout le monde voit, mais il y a des choses que lui voit, et il faut qu'il permette qu'il y ait des Ivoiriens qui voient autre chose, qui voient de la misère, qui voient de la cherté de la vie, qui voient de la souffrance. Quand on veut questionner aujourd'hui la gestion de la Côte d'Ivoire, peut-être qu'il faut que ce monsieur nous dise quel est aujourd'hui, en l'état actuel en 2025, parce que j'ai posé la question, on a du mal à me répondre, quel est l'état de l'endettement de la Côte d'Ivoire? Aujourd'hui, on a 40 000 milliards de dettes. Est-ce qu'on est en droit de questionner sur ce à quoi la dette a été utilisée? Mais ça, ça fait partie des choses qu'on questionne. Parce que les infrastructures dont on parle, certaines sont de très mauvaise qualité. Donc, on peut questionner sur l'utilisation qui a été faite des fonds de l'État du Côte d'Ivoire. Et je l'ai dit tout à l'heure, quand on nous place aujourd'hui, nous en tant que Côte d'Ivoire, sur la liste noire de l'Union européenne dans la question des blanchiments des capitaux, de la lutte contre le financement du terrorisme. Mais c'est des questions qu'on peut questionner. Donc oui, effectivement, pendant 10 ans, il faut que ces messieurs-là l'acceptent. C'est que le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir en 2000. De 2000 à 2002, il renoue avec les institutions internationales. Il met en place un programme pour liquider la dette. On met en place le budget sécurisé. La Côte d'Ivoire met en place, débute l'assurance maladie universelle. On débute l'école gratuite en 2001, où on partage des livres aux enfants du primaire. Et puis, non, madame, permettez-moi de terminer, s'il vous plaît. Et puis, en 2002, des gens prennent le pouvoir. Non, des gens prennent le pouvoir, et puis ils demandent des postes ministériels qu'ils obtiennent parce qu'en braquant des armes sur la Côte d'Ivoire, et ils voient Makoussi, ils obtiennent ces postes ministériels, on revient avec un gouvernement où il y a plus d'opposants que Gbagbo. Mais quand on parle des infrastructures, qui est le ministre des infrastructures en Côte d'Ivoire depuis 2000? C'est qui? C'est Patrick Achi, c'est le même qui a continué sous Ouattara. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous faire croire? C'est que le bilan de Patrick Achi, il serait mauvais de 2000 à 2010, et puis tout d'un coup, à partir de 2011, M. Adjoumani qui parlait tout à l'heure, il était dans le gouvernement, je pense. Donc toutes ces personnes-là, ce sont des gens qui ont porté, et ça, il faut qu'on l'accepte, ce sont des rebelles qui ont attaqué la Côte d'Ivoire, qui ont empêché et qui ont retardé son développement. S'ils n'avaient pas empêché le président Laurent Gbagbo de travailler, mais aujourd'hui, peut-être qu'on serait à un autre niveau. Donc, le président Laurent Gbagbo, oui, il est légitime pour parler du développement de la Côte d'Ivoire. Et puis certains devraient se questionner eux-mêmes sur la légitimité et la pertinence. Élysée, réaction. Ok, M. Lago, merci beaucoup. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose. Je pense aussi qu'on est sur un plateau. Il faut qu'on rectifie les choses. Très bien. C'est vrai que vous êtes un homme politique. Instant, on prend Élysée. Très bien. Ok, d'accord. Là, j'ai remis le communiqué de l'Union européenne qui est sorti juste le 10. L'Union européenne ne dit aucunement que la Côte d'Ivoire est sur une liste noire. Ça n'existe nulle part. Ça, c'est le communiqué relatif au GAFI. Et l'Union européenne rappelle que c'était une actualisation de sa liste de ce que le GAFI avait déjà produit en octobre dernier. Donc, il est important aussi que devant les Ivoiriens, c'est qui est. Ce n'est pas vrai cette information, mais je voulais juste préciser ça. Maintenant, ce que je vous pose... Donc, non, continuez. La Côte d'Ivoire, quelle est l'actualité de la Côte d'Ivoire concernant ces deux... La Côte d'Ivoire a été exigée, ou du moins on lui a exigé de remplir 14 points. Et aujourd'hui, l'Union européenne dit que la Côte d'Ivoire a tellement progressé. Vous dites que ce n'est pas une nouvelle actualité, Élysée. Ce n'est pas une nouvelle actualité. Le communiqué est là, il est disponible sur le site de l'Union européenne. Tout le monde peut aller le vérifier. La Côte d'Ivoire avait été enclin d'obéir à 14 points. Sur les 14 points, aujourd'hui, l'Union européenne estime que la Côte d'Ivoire en a déjà validé 13. Il ne reste qu'un seul. Et même l'Union européenne qualifie la Côte d'Ivoire d'être un des élèves extraordinaires en matière de remplissage de ses codes. Ce communiqué est sorti quand? Ce communiqué est sorti le 10 juin. Avant-hier, on est le 12. Non, c'est juste une précision. Je ne suis pas d'accord avec l'analyse qu'on fait de ce communiqué. Donc, permettez-moi de répondre. Monsieur Lago, vous avez fait le point. Il a réagi. Si on veut rester là-dessus. Non, mais je ne suis pas d'accord avec l'analyse qu'il fait, en fait. Très bien. Mais là, parce que le deuxième paragraphe de ce communiqué précise... Monsieur Lago, je suis à 19h44 et on a tiré jusqu'à... Certains de vos chroniqueurs parlaient plus que l'invité. Non, pas du tout. Vous ne voulez pas dire ça. Non, c'est pas possible. C'est pas juste. C'est pas juste. Il est 19h44. J'ai dû pour la première partie. Et avec qui nous allons donc terminer notre rendez-vous de ce soir. Vous avez là l'occasion donc de parler aux Ivoiriens. Allez-y. Merci madame. Mon plaisir. Je tenais à préciser que certaines libertés dont nous jouissons aujourd'hui en Côte d'Ivoire sont le fruit du combat du président Laurent Gbagbo. Quand aujourd'hui on peut voter à 18 ans en Côte d'Ivoire, c'est le fruit du combat du président Laurent Gbagbo. Quand aujourd'hui en Côte d'Ivoire on a une CEI, même si elle est imparfaite, qu'on tente de corriger, c'est le fruit du combat du président Laurent Gbagbo. Et pour faire aboutir ces revendications, il en a payé le prix. Il a été plusieurs fois arrêté, plusieurs fois mis en prison, justement parce qu'il menait le combat pour les libertés publiques et individuelles. Et le président Laurent Gbagbo de 2025, il est conforme au président Laurent Gbagbo qui a obtenu le multipartisme pour la Côte d'Ivoire. Il constate qu'aujourd'hui, il y a des injustices en Côte d'Ivoire. Des injustices, il y a des privations de liberté. Les libertés publiques et individuelles
sont en danger. Il constate aussi que la gestion du régime Ouattara a laissé beaucoup d'Ivoiriens au bord de la route. Et donc, conscient de tous ces problèmes, il met en place le mouvement Trop c'est trop. C'est un mouvement qui est un instrument qui met à la disposition des Ivoiriens qui veulent justement dénoncer leurs conditions de vie et leurs conditions de travail. Mais c'est un instrument qui met à la disposition des Ivoiriens qui ne veulent pas que la Constitution soit violée. Nous estimons que lorsque cette nouvelle Constitution est passée au référendum, les initiateurs et même le ministre nous expliquaient qu'elle ne permettait pas au chef de l'État actuel de faire un troisième mandat. Malheureusement, au forceps, il a obtenu un troisième mandat et nous ne voulons pas qu'elle soit violée une autre fois. Donc le mouvement Trop c'est trop est à la disposition de tous les Ivoiriens. Dès ce lundi, le comité de pilotage sera présenté et il va commencer ses activités. Donc nous disons à tous les Ivoiriens que désormais, vous avez un instrument qui ne vous demande pas votre parti politique, qui ne vous demande pas votre obédience politique, mais qui est prêt à porter votre combat, qui est prêt à porter vos revendications. C'est ce qui est important aujourd'hui pour les Ivoiriens. Et je voudrais conclure en disant qu'au PPACI, nous ne préparons pas l'insurrection. Le président Laurent Gbagbo a un pédigré dans ce pays et il ne faut pas feindre de l'oublier. Il a toujours mené son combat démocratiquement et les grandes avancées qu'il a obtenues, il les a obtenues démocratiquement. Donc quand il met un mouvement en place et qu'il dit nous allons aller à la bataille, au combat, bien entendu, comme certains de vos chroniqueurs l'ont dit, il fait appel à des instruments démocratiques de lutte. Et c'est justement ce message qu'il lance aux Ivoiriens de s'approprier ces instruments démocratiques pour que nous fassions avancer les libertés publiques et individuelles. Parce que depuis que le président Laurent Gbagbo est en politique, il a eu un seul slogan, c'est d'agir pour les libertés. Et nous sommes le PPACI, nous continuons d'agir pour les libertés. Merci. Merci, M. Lago. Merci d'être venu parler au nom... La team, vous venez d'écouter cette vidéo de Live TV. Vraiment, je suis très en colère. En colère contre M. Daouda. En colère contre M. Élysée. En fait, en colère contre toute cette chaîne-là. J'ai même envie de dire que le PPACI doit peut-être finalement se décider comme le PDCI. Le PDCI a décidé de ne plus passer sur ce plateau de télé. Je pense que c'est peut-être la chose qu'il y a à faire. Parce que sur ce coup, le PDCI a peut-être eu raison très tôt. Ces gens, quand ils vous invitent sur des plateaux, c'est avec un objectif bien clair. Vous dénigrez, vous manquez le respect et vous parlez avec condescendance. Et il faut quand même tirer le chapeau ici à Steve Biko, qui pour moi a gardé un sang-froid, mais le plus total. Je pense que moi, je n'aurais pas pu garder autant de sang-froid. Et c'est pourquoi aussi il faut être un politicien agrégé. Il faut être quelqu'un qui est capable de recevoir des coups et garder son calme. Il a été très calme, pondéré jusqu'à la fin. Il a essayé tant bien que mal de ne pas entrer dans le jeu de Daouda. Daouda a essayé, il a manqué le respect. Mais monsieur Daouda, faites très attention. Mais vraiment, faites très attention à votre manière de parler avec arrogance. Avec votre manière de parler avec mépris. Je ne sais pas ce que vous voulez montrer à qui que ce soit, mais vous ne faites peur à personne. Le RHDP vous paye peut-être. Il vous promet peut-être l'impunité. Il vous promet peut-être que vous pouvez faire tout ce que vous voulez à qui vous voulez quand ils viennent sur le plateau. Mais respectez les gens. Posez des questions et attendez des réponses. Ne posez pas des questions et répondre par la même occasion. Il ne sert à rien de poser des questions si vous avez déjà des réponses. Quand on pose des questions, c'est parce qu'on n'a pas une réponse et on veut une réponse. Et quand celui qui est en face nous répond, on doit comprendre sa réponse avant de réagir. Apprenez à écouter pour essayer de comprendre ce qu'on vous dit. N'écoutez pas avec simplement l'intention de répondre. Parce qu'il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils vous écoutent parler, c'est parce qu'ils ont déjà préparé une réponse pour vous. Donc du coup, ils ne prennent même pas la peine de bien comprendre ce que vous voulez dire. Ils vous répondent comme ça par émotion. Et c'est ça Daouda. Il dit que parce qu'on te connaît, parce que tu as déjà fait ça comme ça. Parce que, donc ça veut dire que lui, quand tu suis les débats de Steve Biko sur d'autres chaînes de télé, c'est le comportement de Steve Biko sur d'autres chaînes de télé qu'il met dans sa tête. Et du coup, il finit par caricaturer la personne. Et quand celui-ci vient sur la chaîne de télé, il a déjà ses arguments pour attaquer. Et du coup, le sujet sur lequel on est venu débattre ne sert plus à rien. On ne débat plus réellement. On ne se dit plus rien parce que l'idée, tu l'as déjà fait. Il faut arrêter ce genre de sortie-là. Si vous invitez les gens sur votre plateau, c'est parce que vous voulez en débattre avec eux. Et quand vous posez des questions, acceptez qu'on vous donne des réponses claires. Acceptez qu'on vous donne des réponses pertinentes et laissez les gens aller au bout. Et surtout, vous avez déjà fait votre choix. Quand vous avez invité Mamadou Touré dernièrement, ce n'était pas avec la même vigueur que vous posez des questions. Monsieur Élysée, par exemple, monsieur Élysée Boulbeu, quand il pose des questions à Mamadou Touré, c'est avec un sourire. Tu sens que vraiment, il
est en train de chercher des amitiés. Mais quand c'est l'opposition, il veut sortir muscle. Il veut montrer qu'il est trop puissant. Il veut dénigrer. En fait, quand c'est l'opposition, vous n'avez aucune bonne chose à trouver. Vous trouvez toujours des défauts à l'opposition. Mais le mouvement Trop c'est trop a déjà vu le jour. Que vous le voulez, que vous ne voulez pas, le mouvement va faire son chemin. Et je dis encore, tout le monde doit se concentrer sur le mouvement Trop c'est trop. Et si cette chaîne de télé se comporte comme ça, il faudra que le PPACI suive clairement le chemin du PDCI. Qui je commence à croire que sur ce point-là, de ne plus participer aux émissions de télé, le PDCI a eu raison très tôt.